et bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. On parle de marketing aujourd'hui, en gros, on va appeler comme ça, on va voir ce qu'on met dedans. Oui, quand tu dis faire de la com auprès des clients, tu penses auquel de mes clients? Parce que j'en ai plusieurs, moi. Ah Tu... oui, moi, ce que je reçois de toi, en fait, les formations. D'accord. Mm. Donc là, mes clients, mes stagiaires, en fait, enfin, ceux, Oui, oui, c'est ça. voilà, les Oui, tu as raison. Oui, oui, on professionnels, va dire comme d'accord. ça. Oui. Oui, oui, ça prend du temps, clairement. Oui. Alors, il y en a qui disent qu'il y a plein de moyens de gagner du temps. ChatGPT, enfin voilà, mais quoi qu'il en soit, déjà rien que programmer dans l'outil, Mm. c'est déjà du temps. Et oui, 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 ça prend du temps. Mais ça pose question, hein, d'ailleurs, hein, Ah, mais oui, parce que moi, là, pour la pharmacie, j'ai une page Facebook et on me disait toujours, mais il faut l'alimenter régulièrement, en même temps qu'Insta, tout ça. Et voilà. Donc, on a dit, j'ai souscrit à quelque chose qui remplit ma page de choses médicales, voilà, et tout. Et en toute honnêteté, il n'y a pas de like parce que en fait, ils voient que c'est pas, ça vient pas de moi. Quand tu mets un post qui est plus personnel, ben mm, là, ça interagit. et oui. Donc bon, je me dis, ChatGPT, ça a beau être super, ça reste de l'intelligence artificielle et il y aura jamais ce côté humain. Bah oui, la patte personnelle de la personne. Oui. Après, quand on sait s'en servir, a priori, ça fait des choses assez incroyables. Mhm. Mais même avec ça, il y a quand même, ça peut demander du temps, de l'énergie. Et puis, on en devient vite prisonnier. Parce Oui. que quand on publie pas pendant un certain temps, l'algorithme va pas le rendre visible. Donc ça peut être stressant finalement de ne plus publier aussi. Enfin, Oui. enfin, tu vois, en même temps, euh, les médecins, ils publient pas sur leur activité sur Facebook, quoi, hein. Ils n'ont pas besoin, en fait. Tu vois? Oui. C'est-à-dire Oui. clairement, si ça se fait, c'est parce qu'on veut attirer plus de monde. Oui. C'est l'idée. Enfin, ou faire en sorte que les gens dépensent plus, chaque client dépense plus, ou qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Parce que Oui. sinon, on s'embête pas, je mets des guillemets, à Mhm. se lancer là-dedans, hein. Ça c'est clair. Donc là, on est dans la communication. Euh, Personnellement, les réseaux, moi, ça m'apporte pas de clients en plus. Ah oui. 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 En fait, ça m'a juste amené des touristes. Pour les stagiaires? Pour les... Alors pour le cabinet, je parle pas pour les stagiaires, là, je pense au cabinet, avec les D'accord. consultants. Les gens, bon, en même temps, je dis ça, je publie hyper irrégulièrement et pas comme il faudrait, en fait. Je vois ce que je fais pas bien, mais je suis pas en capacité de le rectifier pour l'instant parce que j'ai d'autres priorités. Euh, Voilà. mais dans ce pôle-là, ça m'a apporté des touristes. Oui. Ah, tu vois, en fait, les gens qui viennent vraiment au cabinet, ils me voient même pas sur les réseaux. Ils me trouvent sur Google, en fait. Oui. Je suis Oui, oui. Oui. répertoriée, tu vois, voilà. Enfin, donc Oui. ça pose question et je sais pas. Je sais pas comment ça se transformera pour moi sur le long terme, mais oui, c'est clair que notre métier, ben, c'est pas de faire de la communication marketing, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le souci. Jean-Pierre, est-ce que tu nous entends? Je vois que tu es arrivé. Peut-être qu'il nous entend pas encore le temps. Si, si, excusez-moi. Ah, ça y est, ça y est. Et en fait, c'est moi qui ai fait une erreur. Mais merci de m'avoir répondu parce que sinon, je ne me serais pas rendu compte de mon Bah, erreur. j'ai vu, ouais. Mais du coup, tu avais bien reçu mon mail ou pas?
Et oui, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, mais bon, Ah bon, excuse-moi. non, non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Ravi que tu nous rejoignes. Du coup, on... l'idée, c'est justement, on parlait avec Estelle en attendant de rentrer dans le vif du sujet, toujours de ce thème qui nous tient à cœur et nous occupe beaucoup l'esprit, qui est celui de la communication. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec vous, enfin, vous entendre, vous aussi, sur vos éventuelles pratiques de marketing, entre guillemets, euh, au sein de votre activité. Est-ce que vous proposez des bons cadeaux, des promos, voilà. Estelle, dans le cadre de sa pharmacie, elle nous dit qu'elle propose une carte de fidélité à ses consultants. Bonjour Nadège, merci de nous rejoindre. Et bonjour. Quand Alors, excusez-moi, j'arrive en retard. Oui, oui, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Merci. Nous, une carte de fidélité, on imagine mal être accompagner quelqu'un sur une problématique particulière avec une carte de fidélité. Mais je pense au bien-être, à l'hypnorelaxation, que pour ceux qui ont l'hypnose en seul outil, peuvent proposer malgré tout. Alors, dans l'ordre, est-ce que vous pratiquez des offres sur les prix de vos séances? Comment vous fonctionnez? Ou il n'y a pas d'offre, pas de promo, c'est le tarif, point. Je veux bien. Vas-y. Vas-y, Jean-Pierre. Je sais pas si c'est pas on sans qu'il y avait. Alors attends, parce que moi, ça coupe ce que tu dis. Oui, vous aussi? Oui, également. Vas-y. Bref. Moi, j'ai un qui est tout transparent. Alors, on n'arrive pas à te suivre, Jean-Pierre, en fait. On comprend pas ce que tu dis. Ça coupe trop pour que je puisse distinguer. Je pense que les filles, c'est pareil pour vous. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pareil. D'habitude, ça fonctionne bien. Tu veux le chat, ou alors tu peux essayer de partir et de revenir. Ouais. Je sais pas, comme tu le sens. Et si que le micro parle ouvert, ça change quelque chose. Ça fait une résonance. Est-ce que c'est mon micro? Non, ouais, c'est toujours pareil. Je veux bien prendre la suite en Merci. avant. Merci. Déjà, je vous remercie de m'accueillir. Ça fait plusieurs fois que je voulais participer à une de tes réunions, Stéphanie. Je te remercie. Je trouve très pertinent les sujets que tu proposes par rapport à notre activité. Seulement, c'est le temps. Et voilà, il faut prendre le temps, trouver le temps. Donc, sur le sujet d'aujourd'hui, ce qui m'a interpellée, c'est que moi, j'ai pas encore cet instinct de vendre des produits de ce que je fais. Et pourtant, j'ai trouvé cette hypno-relaxation en cadeau, bon cadeau à offrir, très pertinent. Alors, je ne le fais pas, mais je l'ai sous le coude. Super. En revanche, j'ai des premières séances facturées et je fidélise après, lorsqu'il y a besoin. C'est-à-dire que je baisse de 10 € ma séance pour quelqu'un qui revient me voir. Ok. Voilà. Donc, il y a un prix de première séance. Oui. Et ensuite, oui, j'ai vu ça. J'ai vu quelqu'un le faire, ça. Tu baisses de 10 € sur les séances suivantes. Ok. Tout à fait. Il y a un plus gros investissement, à mon sens, lors de ma première séance pour connaître. J'ai un écho. Moi aussi, c'est pour ça que ça me trouble un petit peu pour parler. Alors, comment on peut
Non, je pense que ça vient de moi parce que j'entends ma voix. Je sais pas comment faire. Mais bon, je vais m'adapter. C'est pas grave. Donc voilà, c'est une première séance qui me demande du temps. En plus, je travaille à la clinique à côté. Donc j'ai des comptes rendus à faire pour des médecins. Donc les premières séances me demandent aussi un compte rendu à faire. Donc c'est un travail supplémentaire. Lorsque c'est dans ce cadre-là, ouais, c'est très perturbant de s'entendre. Pardon. Je t'en prie, mais je comprends. Mais du coup, je sais pas trop Je vais voir. comment. T'as pas deux appareils connectés en même temps? Non, mais je peux peut-être changer d'appareil auditif un peu. Oui, ça se fait, ça. J'ai déjà vu faire ça. Une première séance qui va être facturée plus. Alors, bah oui, soit parce qu'elle demande plus de travail, elle est plus Ouais. longue, ou voilà, toi, c'est ton cas. Ouais. Soit parce que c'est pour aussi enfin, comment dire, inciter les gens à revenir plus facilement derrière. On sait que si on revient, ça sera moins cher. Enfin voilà. Mais en C'est tout cas, peut-être pas pour ça, pardon. C'est parce que, ouais, c'est pas forcément. Je trouve que ça a un coût. C'est pas très bien remboursé. J'espère qu'il va y avoir un effort des mutuelles à ce niveau-là, à venir dans les années à venir, en tout cas. Parce que c'est pas la priorité de la ménagère. non, bah non, c'est sûr. Donc, c'est pour montrer aussi que il y a un effort du praticien par rapport à la demande, aux besoins du patient ou du client. Voilà. Ok. C'est vrai que en plus, en général, le prix plus fort de la première séance se justifie la plupart du temps. C'est le premier argument que tu nous as donné, c'est le temps. Enfin, le travail que ça demande en plus. Hein, la séance peut être plus longue et demander plus de travail. Ok. Merci pour ton partage. Jean-Pierre, est-ce que tu peux soit retenter de nous expliquer, soit l'écrire si tu fais quelque chose? Alors, est-ce que déjà Oui, tu m'entends? oui, c'est bon là. Et Ça coupe plus. il y a toujours un écho, mais on va essayer. Et si toi, Stéphanie, tu coupes ton micro pendant que je parle? Attends. Ah, je n'ai plus d'écho. Est-ce que tu m'entends? Oui, eh ben voilà, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Alors, où est-ce que je disais? Moi, c'est que mon tarif, en toute transparence, c'est de 82 euros. Il a été défini par un moyen, qu'on va dire, intuitif, ce qui me permet d'y faire confiance. Sinon, je pense que j'y aurais mis du mental et je me serais dit ce que c'est trop, pas assez. Bon, bref. Donc, je fais confiance à ça et je ne me pose plus la question. La notion de bon cadeau, je ne suis pas très à l'aise avec par rapport à cette activité. Peut-être qu'effectivement, quand tu l'envisages sous l'angle de l'hypnorelaxation, c'est déjà un peu différent. Pourquoi pas si c'était si je cherchais à pratiquer de l'hypnorelaxation, mais c'est pas forcément ce que je cherche à faire, si ce n'est que je peux faire un peu comme tu nous l'as appris, c'est quelque chose que je peux proposer en première séance, mais après le but c'est soit d'être dans l'échange, soit ensuite de faire une vraie séance. La question, elle s'est posée tout récemment pour moi parce que je suis en cabinet partagé avec une personne qui fait du massage bien-être, hein, et on a fait des portes ouvertes. C'était samedi dernier. Et dans le cadre de sa pratique, elle a l'habitude de proposer des bons cadeaux. Et en plus, c'était la période de Noël. Donc, elle l'a fait et elle faisait pour l'occasion une remise de 15% sur les bons cadeaux. Et j'ai choisi de ne pas le faire parce que, en tout cas avec mes croyances, je trouve que ça s'associe pas bien. Euh, euh, alors comment définir ces croyances? Parce que j'ai pas cherché à argumenter pourquoi je le faisais pas, mais ça serait un petit peu comme si je travaillais avec un médecin et qu'un médecin dise, voilà, pour Noël, je fais des bons cadeaux sur mes consultations et je fais 15% sur les consultations. Je pense que ça surprendrait les gens. Ah, dès que tu remets ton micro, j'ai l'écho. Et
parenthèse, je voulais Donc, faire là-dessus. Attention, j'ai jamais parlé de bons cadeaux pour des consultants. Je ne parle de bons cadeaux que pour du bien-être. Donc de l'hypnorelaxation sans phase de travail. d'accord. Donc je vois que c'est pas clair ce que je dis et que ça peut être compris de manière mal compris. Pour moi, évidemment, on n'arrête pas de parler d'autonomie du consultant. S'il y a quelqu'un qui vient nous voir parce on lui a offert la séance de travail, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Quand je parle d'hypnorelaxation, pour moi, c'est comme je fais un massage en fait, même s'il peut y avoir autre chose derrière, mais on est une séance de détente, de lâcher prise, une petite séance pour être bien, quoi. C'est l'idée. Après, si une personne veut une séance de travail, elle prend rendez-vous par elle-même, effectivement. Donc les bons cadeaux, moi je les fais pour le massage ou pour l'hypnorelaxation, uniquement. C'est intéressant que tu l'évoques parce que peut-être que ça va te surprendre, mais j'avais jamais envisagé ma pratique sous l'angle de la seule hypnorelaxation. Eh ben, alors, mais moi je ne fais pas que, enfin, tu vois, c'est mélangé en fait. Parce qu'une personne qui vient pour de l'hypnorelaxation peut avoir envie d'aller plus loin. C'est ça qui est intéressant. Si tu reprends les cours d'intuition sur tout le morceau sur les neurosciences et la physiologie, on remarque que l'état d'hypnose, il a des bienfaits intrinsèques en fait. Et qu'une personne qui bénéficie de cet état va pouvoir bénéficier de l'harmonisation cérébrale, par exemple, pour dire ça, et ce qui nous amène à, de manière un peu... c'est inconscient en fait, à certaines résolutions de manière un peu spontanée comme ça. J'y crois vraiment à ça. J'ai publié un post sur Facebook sur ça, l'harmonisation des deux hémisphères cérébraux, en citant un extrait d'un petit bouquin où l'auteur évoque les bienfaits que ça peut avoir en termes de ressenti, se sentir dans une forme d'unité, etc., etc. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Mais alors du coup, je demande à comprendre, quand les personnes à qui tu auras proposé l'hypnorelaxation et éventuellement des bons cadeaux dans ce cadre, est-ce que tu les auras déjà vus en amont pour des séances de travail en hypnose ou après en aval ou les deux intercalés? Et ben ça peut être tout parce que effectivement une personne et c'est ça que je trouve c'est surtout dans ce sens en fait que je l'utilise parce que pour être exact moi mes bons cadeaux je peux mettre dessus séance bien-être. Quand j'ai la personne qui m'appelle pour prendre le rendez-vous, je lui dis alors moi je vous propose au choix un massage bien-être, un soin énergétique ou une séance d'hypnorelaxation. Parce que j'ai ces outils-là, donc je peux proposer au choix. Mais là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est les personnes qui viennent en travail avec nous. On peut leur dire, quand elles arrêtent de venir, évidemment, pas hésiter à nous recontacter en cas de besoin, en cas d'envie aussi. Ça peut être aussi pour une séance d'hypnorelaxation, pour un moment de détente. Et là, c'est ça que quand je dis fidéliser sa clientèle, c'est un peu ça que je veux dire. C'est-à-dire la personne n'est pas obligée de revenir parce qu'elle a une difficulté, parce qu'elle sent mal. Elle peut venir aussi parce qu'elle a envie d'un moment pour elle, elle a envie d'être bien et qu'elle veut entretenir aussi quelque chose peut-être qu'elle a enclenché en venant nous voir. En ce sens, ça me paraît intéressant. Nadège, tu voulais intervenir ? Jean-Pierre, on te redonne la parole après. Voilà, il fallait que je retrouve le micro. Merci. Non, ça rejoint en fait ce que tu disais. Lorsque l'on fait une séance d'hypnose, on s'adapte à la demande enfin, moi, je parle de patient, parce que je travaille en milieu militaire, mais au sujet, c'est plus juste. Et il n'y a pas que des demandes profondes de thérapie
de choses comme ça. Il y a aussi des choses très simples qu'on peut proposer, comme des séances bien-être, des séances où juste on a besoin ponctuellement de lâcher le stress, de s'évader. Ce travail avec le cerveau peut aller sur beaucoup de plans. Donc, c'est là où ça m'interpelle et où effectivement on peut faire du soin bien-être sans être, sans impliquer la thérapie. Je bafouille un peu parce que j'ai toujours la résonance. Je vous prie de Ça ne m'excuser. s'entend pas, ne C'est t'inquiète pas très fluide, tout ça. Donc, j'entends l'inquiétude de Jean-Pierre parce que je me suis posé ces questions aussi. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas qu'une thérapeute, j'amène du bien-être aussi. Et cette partie-là, c'est peut-être le moment de l'explorer pour moi, en tout cas. Mm. Et en fait, tu vois, le mot bien-être, il est pas très bien vu, hein. Franchement, il y a une espèce de vision de gnangnan, des trucs bisounours qui est là, bonbon. Mais en fait, on sous-estime les bienfaits qu'il y a derrière. Quand un système rebascule sur du parasympathique, alors qu'il est en sympathique depuis un moment, peut se passer de grandes choses pour la personne. Et en plus, il y a ça qui me vient parce que je pense à des histoires de consultants là. Grâce à ces séances, la personne, elle va comme entraîner son système à une flexibilité de passage, de rebasculer sur le parasympathique. Ça le fait en séance et puis c'est des habitudes qu'elle peut prendre et qu'elle peut ensuite du coup amener dans sa vie plus facilement par elle-même. Je me rappelle mais je l'ai cité en exemple dans un cours parce que ça avait été très flagrant pour moi. Cet homme qui vient parce qu'il a beaucoup de stress au travail, énorme stress au boulot, et moi j'étais partie dans le truc d'accompagnement, voilà, on est dans du travail, hein, je mets des guillemets pour pas dire le mot thérapeutique. Et puis quand il revient de la séance, il a les larmes qui coulent. Et en fait, moi, je me dis, je sais pas, je m'attendais à quelque chose, mais pas à ce qu'il m'a dit en tout cas. Il a dit, non, mais en fait, j'ai juste besoin de lâcher. Il n'y avait rien de, ouah, j'ai vu un truc de mon enfance, la vie, enfin voilà, mon enfant intérieur, le symbole, le truc, la blessure du passé. Non, j'ai juste besoin de lâcher. Et ce truc, et avec les larmes, une émotion, enfin. Et là, je me suis dit, non, mais oui, non, mais en fait, parfois, il y a juste ça, juste, entre guillemets, et c'est énorme. Et une autre personne, ça avait été la même chose. Et c'est là que moi, j'ai revalorisé le pouvoir, entre guillemets, de la détente et de la relaxation. Et je vais même vous avouer que je valorisais dans mon activité beaucoup plus le travail en hypnose par rapport à celui que je faisais en massage, en me disant massage bien-être, papouille, et l'hypnose quand même, on est dans des trucs plus de travail, etc. Et c'est en train de se rééquilibrer parce que j'ai vu la puissance de ces moments-là chez les personnes. Maintenant, je pense que mon toucher s'en ressent. Ça évolue. Je crois vraiment que ça peut amener à des choses profondes. Par contre, c'est pas en opposition, bien au contraire. Ce que j'adore en plus, c'est que ce sont des phénomènes où on n'intervient pas, qui se font du consultant à lui-même. Il est en toute autonomie sur ses processus internes. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de protocole à trouver, il n'y a pas alors comment je vais faire, non, là on arrête tout, on n'est plus là-dedans. Et c'est d'autant plus puissant pour cette raison-là, je trouve. Donc je crois que notre regard peut évoluer, enfin le mien a évolué en tout cas sur ce que je voyais comme étant un peu du pseudo-truc, quoi, enfin du la pseudo-activité. Oui, Estelle. Mais je pense que tu bascules sur de l'énergétique. Il y a des choses qui se passent au-delà de la séance d'hypnose, on est d'accord. Voilà, c'est des choses voilà, qu'on peut dire. Mais par contre, je trouve ça dommage aussi que les thérapeutes n'acceptent pas de faire de l'hypnose. Parce que justement, ça permet de faire découvrir à quelqu'un l'hypnose
Parce que moi, je vois, j'ai offert un bon à mon papa, la dame ne voulait pas. Bon, après, voilà, j'ai insisté, et lui, ça lui a fait grand bien. Et il ne serait jamais allé tout seul. Et je me dis, c'est dommage, parce que je pense que c'est quand même une croyance, non? Oh, je t'entends plus, Fanny. Micro pour éviter les interférences. Une séance d'hypno-relaxation, c'est déjà un pas vers ça. C'est de l'hypnose. Ça reste la découverte de ce que c'est. Une fois que la personne elle est venue avec son bon, ben, elle a déjà passé le pas de la porte. Tu vois, il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Donc, elle pourra revenir ensuite. Nadège, tu voulais dire quelque chose sur l'énergétique. J'ai vu que tu réagissais. Ah Ah ben ben oui, oui, parce que parce que l'hypnose. l'hypnose. Excuse-moi Excuse-moi Stéphanie, est-ce que Stéphanie, est-ce que tu tu pourrais pourrais fermer fermer ton ton micro, micro, s'il te s'il plaît? te plaît? C'est moi qui fais du son à tout le monde, mais je sais pas. Super, merci, super. En En fait, fait, oui, l'énergétique, parce que bien sûr que l'hypnose, on y met de l'énergie dedans, ça c'est chacun, chaque praticien a aussi sa façon d'aborder ses séances, d'y mettre ce qu'il souhaite dedans, c'est ce qui fait la différence entre chaque praticien aussi. Pour moi, il y a de l'énergétique évidemment, mais il y a quelque chose qu'on peut pas enlever, c'est le travail du cerveau, de quelle façon il fonctionne. Et aujourd'hui, quand on apporte notre pratique dans le milieu médical, on est bien obligé de se raccrocher à ces choses-là. Et dans, ouais, c'est par rapport à l'énergétique. Moi, je sais que j'en donne. Moi, je sais que je le ressens. Je sais que je vis la séance aussi. Mais dans tous les cas, ce ne sera jamais de la même façon. On n'a pas la même, j'ai pas la même carte du monde que la personne en face de moi. Ce sera jamais de cette façon-là. Et c'est là où on a des belles surprises. Où effectivement, Stéphanie, ce que tu disais, ces réactions inattendues et justement. Moi, d'expérience, j'ai pu constater que moins j'en attendais et plus il se passait des choses grandes, en fait, dans ce que je proposais. Parce que à partir du moment où on a bien compris son anamnèse, on a bien compris la demande du patient, que ça soit du bien-être ou que ça soit quelque chose de plus profond, alors c'est le patient lui-même, en fait, qui, euh, qui va chercher les choses et nous sommes, à mon sens, que des copilotes. Et l'énergétique et the cherry on the cake, je dirais. Voilà. Jean-Pierre, oui, tu voulais poursuivre peut-être sur ton propos de tout à l'heure? Est-ce... Non, ou j'y reviendrai après, parce que là, on va effectivement sur le terrain énergétique. Bon, je dirais que c'est un terrain de foi, mais je pense que, en tout cas, au vu de ce qui est exprimé, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je me propose pas je dirais je propose pas mes services comme énergéticien, mais bon, je sais que j'ai alors, je sais pas si c'est du magnétisme qu'il faudrait évoquer, mais en tout cas, je me fais canal. Je le pratique déjà à titre personnel, pas professionnel. Il se trouve que je pratique encore très peu, hein, mais j'ai beaucoup pratiqué à titre bénévole avec des amis avec qui je me suis formé, qui sont d'autres anciens élèves de Stéphanie. Euh, mais j'ai eu une séance hier qui s'est merveilleusement bien passée, c'était une deuxième séance, et comment dire, bon, il y avait déjà un rapport de confiance. J'aurais peut-être voulu mieux la préparer. Souvent, je me mets dans des schémas mentaux qui finalement génèrent la procrastination à vouloir préparer. Et bien souvent, je procrastine tellement que j'y vais finalement en me faisant confiance. Hier, j'y suis allé en faisant confiance et aussi en faisant confiance à quelque chose que j'avais lu, j'aimerais bien vous partager. J'ai lu ça dans un cours en miracle. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage. C'est un ouvrage, un énorme pavé canalisé de Jésus-Christ dans les années 70 par une psychothérapeute assez connue aux États-Unis. Bon, c'est un ouvrage je le dis, enfin, si vous y êtes déjà attaqué, vous savez que c'est assez ardu, mais peu importe. Là, en l'occurrence, c'est un propos
du Christ, je cite, enfin, qui s'adresse au thérapeute. Et il invitait le thérapeute à se présenter face à son patient en se disant, je ne suis ici que pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui, avec ces majuscules, qui m'a envoyé. Je n'ai, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est-à-dire, dans ce qui est évoqué, il y a le fait que, euh, de toute façon, on l'a déjà évoqué dans certaines de tes séances, Stéphanie, c'est que nous-mêmes, on évolue à travers le travail d'évolution qu'on propose aux consultants. Et, euh, et j'ai eu l'impression de vivre dans cette séance. J'y suis allé dans cette démarche en me faisant confiance. Et puis finalement, il y a plein de choses qui sont venues intuitivement. Et d'ailleurs, en séance que j'ai fait, évidemment, enfin, ça va dans l'esprit de l'intuition, ce que tu invites à faire dans l'intuition, que je n'avais jamais fait. Je me suis vu, dans des échanges parfois, même hors hypnose, suggérer des choses à des consultants potentiels, et je tombais pile dans ce qu'il fallait dire, alors que je n'avais jamais eu cette approche. Voilà, je parle tout à l'heure, je disais que j'avais eu les portes ouvertes. J'ai eu une discussion sur l'hypnose. J'ai voulu comparer avec la personne avec qui j'ai changé, avec les schémas de l'inconscient, dans le sens où l'inconscient joue un rôle protecteur. Et puis, je prenais l'exemple de l'alcoolisme, sur le fait que bon, la bouteille, elle va quand même aider face à un autre problème. Puis, je me suis dit que l'exemple était un peu trop fort et je reprends autre chose. Je prends l'exemple de ronger les ongles. C'est pas du tout dans mes sujets, pas du et je me suis même pas rendu compte en disant ça que la personne se rongeait les ongles. Et l'exemple, il est tombé pile comme il fallait. Je me suis assuré que j'étais pas, qu'elle le prenait pas mal, mais au contraire, de la façon dont je parlais, ça tombait exactement comme la personne avait besoin d'entendre parler de l'hypnose et du coup se mettre un peu plus à l'aise avec le sujet. Nadège, oui. Oui, merci. En fait, dans ce que j'entends, je, je dirais que plus tu avances, et plus cette confiance, cet instinct va se renforcer. C'est une évidence. Après, on se demande même plus si on tombe juste ou pas. Parce que de toute façon, si on part du principe qu'on ne détient pas de vérité, les choses viennent naturellement. Et dans la pratique, en fait, faut oser être praticien, faut oser être soi, faut oser faire des propositions. Quand on sent les choses, de toute façon, moi, quand je ne sais pas, je pose des questions, tout simplement. Euh, L'interprétation et le jugement sont hors de mise à mon sens, hein, dans ce que l'on fait, si on veut taper au plus juste. Donc à partir de là, quand on est bien bordé soi-même dans sa pratique, eh bien alors, je pense qu'on peut se faire pleinement confiance sur. En fait, qu'est-ce que c'est l'instinct? C'est aussi une observation plus aiguisée, plus entraînée, où on va avoir une réponse corporelle qui va tout de suite nous indiquer qu'effectivement, ah tiens, là, ça répond à mes suspicions. Tiens, là, et puis poser la question. La personne après nous renforce en plus. Et c'est vrai que le patient, à mon sens, moi, ou le sujet, en tout cas, me renforce à chaque fois. Chaque séance euh, amène à, à modifier, à corriger, à explorer sa pratique. Oui, complètement. C'est vrai que chaque séance, voilà, nous amène du grain à moudre en fait. Voilà, on est dans des métiers dynamiques où chaque jour on évolue. Et c'est beau. Ça peut faire très peur. Et c'est aussi ça qui est génial dans ces boulots-là. Et effectivement, l'expérience va nous amener à muscler notre confiance. Oser se présenter en séance sans préparer, parce qu'au début ça fait très peur. C'est cette sensation de vide. Enfin, moi je l'ai vécu. Comment ça? Je peux pas y aller sans rien. Enfin, je veux dire,
Si je reste comme ça et que je suis comme si j'allais être bloquée, bah non, je sais pas quoi vous dire là pour démarrer la séance, j'ai rien préparé, donc c'était pas envisageable. Et maintenant, c'est le cas. Et c'est beau à vivre en fait de voir que ben oui, il y a des choses qui surgissent. Quand la dernière fois, j'étais en séance, dans l'entretien, il y a bon voilà, on se met pas forcément d'accord sur ce qu'on va faire. C'est pas clair, c'est du bon, on verra en séance. Et donc je me suis installée, la personne s'est installée, je me suis installée. Je ne savais pas ce que j'allais faire pendant cette séance, mais pas du tout. Ni comment j'allais démarrer mon induction, ni je savais pas ce qu'elle allait donner cette séance. J'ai démarré, j'ai laissé le vide être le berceau du plein, parce que c'est ce qu'est le vide, et les choses venir, et observer, me dire « Ah tiens, ça m'amène à faire ça, ah tiens, c'est rigolo », avec en même temps une partie qui s'amuse et qui regarde ce qui se passe, et c'était très chouette. Et c'est à force de vivre ces expériences-là qu'on muscle notre croyance qu'on peut en fait faire ça. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, ben cette peur, elle perdure et petit à petit, elle va partir. C'est pour ça que j'invite les stagiaires, s'ils en ont besoin, il ne s'agit pas de se mettre en difficulté, mais de démarrer avec ce qui est juste pour nous. C'est-à-dire, ben, au début, je peux lâcher la préparation de l'induction pour ceux qui l'ont préparé, ou je peux lâcher par morceaux, petit à petit. Et puis si pour l'instant, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en replay, et il y en a peut-être qui se disent, peut-être comme j'ai pu être moi avant dans ma manière de fonctionner, de dire oh là là, eux ils font comme ça, et moi je fais pas comme ça parce que je peux pas, je suis obligée de préparer. Ben, on fait comme c'est juste aussi pour nous. Voilà, après, peut-être que pour certains, ça peut résonner, ce qu'on est en train de dire. Ben, juste, oui, c'est possible, et oui, ça prend, et ça s'intègre petit à petit. Et autre chose que je voulais dire par rapport à on tombe juste, nana. Tu parlais d'interprétation de jugement, et ça me fait penser aux attitudes de porteur, dont on parle aussi en formation. Dans ma grille d'auto-évaluation, de retour sur les séances, le point de vigilance, c'est la posture. Hein. T'en parlais, Nadège, de l'importance de cette posture, qui est parfois l'oublier dans la pratique de l'hypnose, parce qu'avec l'hypnose, il y a beaucoup la technique qui est mise en avant. Les protocoles, les machins, voilà, ça c'est très, très mis en avant au détriment de la posture. Et pour moi, elle est essentielle et elle est première. Et dans les éléments de la posture, il y a les attitudes de porteur. Donc, je suis vigilante à essayer d'être le plus possible OK dans ma posture. Mais après, moi, je ne sais pas, en fait. La personne, ce dont elle a besoin, ce qu'il lui faut, ce qui est juste, pas juste, j'en sais rien. Et je suis là pour l'accompagner dans sa recherche à elle de ce qui est bon pour elle, de ce qui est juste pour elle, de ce dont elle a besoin. C'est pas moi qui les lui fournis. Je sais pas si vous voyez la différence dans ce que je peux dire. Il y a des séances où ça patine, où la personne est engluée voilà, les gens qui viennent sur des suivis, je veux pas dire longs, mais sur plusieurs mois, et qui font vraiment un travail en profondeur, ils peuvent avoir des séances où ça patine, où j'ai ça, mais j'arrive pas à en sortir, etc. Et la séance ne permet pas toujours d'en sortir. Pas tout de suite. Enfin, il faut plus d'une séance pour en sortir. Et moi, j'observe ça se faire, et je suis pas en train d'essayer absolument de l'amener à en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est elle qui va trouver sa propre manière de sortir de ça. Je n'apporte pas de solution. On peut faire des explications quand il y a besoin de certains fonctionnements humains. On parlait du cerveau tout à l'heure, des émotions, etc. On peut, bien sûr, mais lui donner des solutions, je peux pas les lui donner pour elle. Et quand bien même, on peut parfois suggérer des choses
qui sont tout à fait justes et pertinentes, mais que la personne, au moment où elle les entend, n'est pas en capacité d'intégrer ou de récupérer pour elle, et et dont elle pourra se saisir que plus tard. Il y a une question de temporalité aussi. Tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interne, tout ce qui vient pas d'un processus interne, va pas pouvoir être intégré par la personne. C'est-à-dire que si à un moment ce qu'on dit, ce qu'on propose fait waouh, ouais, ça m'aide beaucoup, voilà, la personne elle s'en saisit, elle fait un bond énorme, etc. C'est parce que intérieurement elle est dans le processus qui va avec et donc tant mieux, mais parfois c'est pas le cas et il faut un peu plus de temps ou que ça se passe autrement ou voilà. Donc ça aide aussi beaucoup à relâcher la pression sur ce qu'on fait, sur notre rôle. Jean-Pierre, je sais pas si tu lèves la main pour tout de suite ou pour avant, Si, enfin si c'était... si, non, c'était juste avant de... je te prie de m'excuser si d'ailleurs dans les remarques, c'est un tout petit peu éloigné du sujet de départ auquel je voudrais revenir, mais pour rebondir encore toujours sur ce que tu évoques, euh, le fait effectivement d'oser ne pas préparer la séance, c'est la meilleure façon de lâcher prise par rapport à ce qui va venir. Vouloir la préparer, c'est comme vouloir contrôler, enfin, à l'inverse du lâcher prise. Et si on se tient à ce qu'on a préparé, eh ben, on risque de passer à côté de l'instant présent et de ce qui se présente euh, le moment venu. J'étais par exemple, complètement là-dedans, hier dans la séance que j'ai proposée. J'ai simplement demandé à ma consultante avant si elle préférait la mer ou la montagne parce que je comptais l'emmener dans un décor. C'était pour la proposer d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Mais au départ, de l'amener dans un décor qui lui convenait. Donc, on était plus sur un rivage. Et là encore, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais du tout. Et je me suis laissé suivre. Et puis finalement, j'ai proposé d'aller en bateau. Et ça correspond. Elle a vécu une superbe expérience autour de ça. Même à un moment, elle est passée d'un bateau à un sous-marin. Par contre, c'est elle qui a choisi qui a choisi de plonger. Mais là encore, enfin, c'est un exemple où je me suis laissé porter. Je n'avais rien contrôlé. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qui peut être utile, alors c'est pas de l'ordre du contrôle, mais c'est plus de l'ordre de la formation continue. C'est toujours travailler les sujets sur la connaissance de soi parce que c'est là qu'on est plus utile, je trouve, dans l'échange, même hors hypnose avec le consultant, quand on a intégré assez fortement en soi des notions autour de l'amour de soi, parce qu'en gros, c'est peut-être le gros sujet. Et de manière générale, la connaissance de soi, plus on est en recherche d'évolution pour nous-mêmes, plus on sera, je pense, habile dans ce qu'on peut dire au consultant ou les questions qu'on peut lui poser pour l'amener à travailler. Voilà, c'était juste pour rebondir. Je reviens à ce que tu as évoqué tout à l'heure. Et après, j'aurai aussi une autre remarque par rapport au sujet des remises, parce que la question s'est posée pour moi aussi tout récemment. Quand tu parles de travail, je te remercie d'avoir évoqué l'option hypno-relaxation en bien-être. J'avoue que je ne m'étais même pas posé la question et que vu comme ça, oui, c'est quelque chose que je pourrais travailler parce qu'on a toujours la notion ça peut être un avant-goût de l'hypnose. Moi, je l'avais bien intégré comme complément à la première séance parce qu'on a une grosse anamnèse et qu'on n'a pas le temps de faire une vraie séance d'accompagnement en hypnose, mais le proposer, du coup, j'en vois la cohérence. Est-ce que tu fais parler ton consultant sur une simple hypno-relaxation? J'ai pris l'habitude, on l'a appris ensemble, à faire parler dans une séance d'hypnose, enfin en tout cas dans une partie, pas forcément au début, mais après, parce que quand même, je trouve que c'est la meilleure façon de guider pour comprendre l'expérience que vit le consultant. Ça n'aurait Et puis en même temps, ça aide aussi à continuer de rebondir sur ce qu'il propose. Est-ce que dans une hypno-relaxation, tu fais parler un tout petit peu pour savoir un peu où il est, pour mieux rebondir, ou même vraiment le moins possible? Pas du tout. Oui, le fait de dialoguer avec la personne, c'est beaucoup dans les séances d'exploration, comme tu dis, qui sont pour le coup souvent, enfin dans ce que
pratiques, elles surgissent dans les accompagnements, hein, en fait, où on va travailler sur des choses en particulier. En général, les personnes dans la notion de détente et de lâcher prise, ça les embête un peu de parler. Enfin, quand elles sont absorbées dans leur expérience intérieure pour être dans le bien-être, la détente, etc., j'utilise beaucoup moins le langage à ces moments-là. Et si j'ai besoin, comme tu dis, de savoir où elles en sont pour les guider, eh ben, je fais faire des signes de la tête, oui, non, ou le signaling avec les doigts. Voilà. Et après, bah, ça se voit au cas par cas selon la personne. Mais c'est vrai que hypno-relaxation, on a l'idée du je me laisse, voilà, je me laisse prendre en charge. Et puis, mais encore une fois, là, ça va vraiment dépendre de toi, de comment tu le sens. Si avec une personne c'est indiqué, bah pourquoi pas. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais au début, l'hypno-relaxation, bah, ça peut être aussi quelqu'un qui dit bah oui, moi je suis stressée, donc j'ai besoin d'avoir des moments où je lâche. Bah, elle peut venir de temps en temps prendre sa séance d'hypno-relaxation. Et là, on est en lien avec la thématique du stress. Et peut-être que elle, sa manière de gérer son stress, ça va être d'avoir des temps où elle lâche. Puis peut-être qu'un jour, elle aura peut-être envie d'aller plus loin et de se dire et si je voyais ce qui génère ce stress à la source pour éviter de me sentir aussi stressée, hein, voilà. Mais ça peut être un premier pas, effectivement. Ok, merci. Voilà, et puis sur les remises, peut-être, si on veut finir là-dessus, est-ce que vous aviez des choses, je sais pas, par rapport à ce que vous pratiquez, s'il y avait des questions particulières là-dessus ou Moi, j'avais pas. une anecdote à raconter, mais si Estelle veut s'exprimer, je peux laisser d'abord. Euh, la question s'est posée pas plus tard qu'avant-hier. Une personne qui est venue à moi enfin, en live, que se trouvait dans une école de coaching, euh, pendant un atelier Zoom, donc une personne que je connaissais pas, euh, a vu que par mon message hypnose et coaching que j'étais hypno et m'a dit je t'ai envoyé un message sur Instagram. Ça m'a fait drôle parce que je commence à peine à communiquer sur Instagram. J'ai une communication qui est encore assez qui est très très imparfaite. Je ne savais même pas où aller chercher le message sur Instagram. Enfin, j'ai quand même réussi à le trouver. Et puis, je lui ai proposé la personne évoquait elle envisageait l'hypnose et parlait d'un blocage. Je lui ai proposé qu'on s'appelle et donc juste après la réunion en visio, on a échangé et puis j'ai pu proposer un accompagnement. Soit dit en passant, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'un de tes followers qui était là il y a quelques mois dans une visio qui nous avait suggéré, qui avait évoqué, qui proposait d'emblée 4 dates aux consultants qui voyaient pour une première fois. Ça fait 2 fois que je pratique. Je trouve ça extra. Ça permet d'expliquer effectivement de sortir du mythe de la séance magique. Ça permet de faire passer l'idée qu'un accompagnement, c'est quand même ça s'inscrit un peu dans la durée. Je rassure sur le fait que c'est juste un positionnement de date. Si le consultant ne veut pas poursuivre après la première ou qu'il estime après la deuxième ou la troisième que c'est bon, il a fait le job, on laisse tomber les autres dates. Mais voilà, ça met vachement à l'aise par rapport à cet aspect-là. Et il se trouve que la personne en question, elle m'a demandé, je lui ai annoncé mon tarif au moment où c'était le moment de le faire. Il se trouve qu'on est dans une école de coaching ensemble, donc sous-entendu, on n'est pas amis, on ne se connaissait pas du tout, mais à ce titre-là, elle m'a demandé si je lui ferais un petit prix. Et j'ai pas, je sais plus, j'ai j'ai peut-être pas dit non, peut-être j'ai dit, peut-être on va voir. Et puis juste quelques instants pour cheminer, et je lui ai proposé une réduction significative par rapport à mon tarif, ce qui pour moi était une façon de, enfin, j'avais pas forcément anticipé cette question. Je trouve que malgré tout, là aussi, quelque chose d'important que j'ai appris avec toi, c'est que les gens qui pratiquent avec des tarifs trop bas risquent de pas en vivre et de se décourager rapidement parce que
c'est difficile d'être rentable. Avoir un tarif, enfin, le tarif participe aussi à l'image que ça donne dans notre pratique. Se sous-vendre, c'est donner inconsciemment, je trouve, une faible valeur à ce qu'on propose. Donc, et aujourd'hui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, je suis à l'aise avec le tarif sur lequel je suis parti. Et donc, là, très concrètement, après, bon, je te propose chaque séance à 55 euros. Alors évidemment, je sais pas, comme je suis dans un début de pratique, je vais pas. Si je faisais tout le temps ça, j'en vivrais sûrement pas très bien. Mais en même temps, ça me permettait d'assurer une relation de confiance qui commençait. Moi, ça me permet d'être un peu plus souvent dans un rôle de praticien entre guillemets officiel et pas je le fais pour les copains. Et ça a été très apprécié. J'avoue que je me suis pas posé, enfin, j'ai pas posé sérieusement la question, mais j'ai pas suffisamment, mais ça m'a traversé plus d'une fois, savoir si je proposais un tarif spécial pour des personnes qui sont soit étudiantes, soit euh, euh, qui ont un quotient familial défini, enfin pour aider des personnes enfin, ça me paraît très juste de le faire. Je l'ai pas encore mis en place, mais ouais, j'envisage de le faire, oui. Ça se fait, ça aussi, de faire des tarifs selon les tranches d'âge aussi. Mais ça, c'est aussi parce que les plus jeunes, la séance va peut-être pas durer aussi longtemps. Peut être ça, mais ça peut être pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, ou comme tu dis Jean-Pierre, quotient familial, etc. Le tout, c'est que c'est encore une fois, toujours et encore, le fameux alignement, c'est de se sentir OK avec ce qu'on fait. Si on fait un prix pour une raison ou une autre à quelqu'un, si on n'est plus OK en se disant ah non mais en plus quand même elle abuse, elle demande un prix, bon vous voyez déjà l'énergie dans laquelle on est là pour démarrer le travail c'est un peu complexe, donc c'est vrai que c'est une question d'alignement. Est-ce que on fait des prix, pas des prix, est-ce qu'on s'adapte à la personne, tout ça ça dépend. Ça dépend. Après, pareil, si on a un consultant qui vient 2 ou 3 fois par mois parce que il est vraiment lancé sur une problématique, vraiment engagé, etc., là, on peut se permettre de faire un prix en disant, écoute, si tu viens 2 ou 3 fois par mois, je te ferai ça à temps parce que au prix à la séance multiplié par 2 ou 3 fois, ça peut être du coup un budget un peu trop élevé pour lui. Enfin voilà, mais encore une fois, c'est toujours voir comment on est OK avec ça. Et des fois, on n'arrive pas à trouver de formule parfaite. Il nous faut un petit peu de temps pour tester et prouver ce qui va être juste pour nous à mettre en place. Et c'est OK. Enfin voilà. Par contre, effectivement, ça demande à se sentir aligné avec ça. Moi, dans l'absolu, je voudrais vivre dans un monde où la réduction, la promotion n'existe pas. Je trouve ça insupportable, en fait. Insupportable. Parce que t'es là, alors un coup, ça coûte ça, après, ça coûte ce prix. Mais alors, et les conditions, et les machins, et la période, enfin, les techniques des magasins, notamment, mais enfin, du coup, tu t'achètes plus rien au prix normal. Parce que tu sais que ce prix n'existe pas. Le prix normal, en fait, n'est pas le prix normal. C'est un faux prix. Et régulièrement, tu as des promos qui tombent. Il faut acheter pendant la promo parce que sinon, en gros, tu as le sentiment de te faire arnaquer. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un prix et comme ça, c'est clair et net. Et puis, les gens, ils achètent pas ou ils viennent pas à nous parce qu'il y a une promo, mais ils viennent parce que ils sentent que là, c'est le moment pour eux. Mais en réalité, ce qui se passe, alors ça c'est beaucoup surtout ce qui est du marché en ligne, etc. Et le passage à l'action dans ces achats-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut absolument le booster un petit peu, parce que sinon les gens ils s'endorment sur leur laurier, en gros, hein, voilà. Mais dans le domaine de l'accompagnement, c'est quand même, on parlait d'autonomie, c'est déjà ça, c'est-à-dire on se dit, on part du principe que la personne d'elle-même va sentir que là c'est le moment et elle va pas guetter une promo ou je sais pas quoi
pour venir s'inscrire dans un accompagnement. C'est l'idée. Après, ce qui se fait pas mal, c'est aussi à l'inverse. On parlait de la première séance qui peut être plus chère et les autres moins chères. Il y a l'inverse qui se fait aussi, c'est de proposer une petite remise sur une séance découverte ou sur la première séance où la personne vient pour l'inciter à passer le pas, puis après retomber sur les tarifs normaux. Ça se fait aussi. Nadège, tu voulais dire? Oui, déjà, je vous prie de m'excuser. Je sais pas, j'ai perdu la connexion. J'ai eu beaucoup de mal à vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver à nouveau. Et oui, j'ai un ami, un conseiller qui m'a dit, avant que je lance, je me mette à mon compte en, en auto-entrepreneur, qui m'a dit, attention à combien tu vas mettre ta séance. Parce que moi, j'avais le syndrome de l'imposteur déjà, donc ça, je l'ai beaucoup travaillé. Mais aussi, il me dit, tu peux pas faire une séance là à 70 et puis un autre 50 et un autre. Il me dit parce que les gens vont après en parler et tu perds ta crédibilité. Comment ça se fait que elle a payé moins cher ou lui plus cher ou voilà. Il y a une question aussi de cohérence avec soi. Dans le prix qu'on met, où on met sa prestation. Mais la cohérence, chacun l'a à son niveau, en fait. S'il y avait un mode d'emploi pour évaluer ce qu'on sait faire et donner un prix à ce qu'on sait faire, je pense qu'il y a une loi du marché aussi. Il y a des demandes qui sont faites, des besoins, et par rapport à ça, ben, ça s'étudie. C'est pas quelque chose, à mon sens, qu'il faut prendre à la légère, parce que ça détermine aussi notre travail. Donc, ce que l'on est et ce que l'on propose aussi. Voilà. Complètement. Et moi, je me suis exactement posé cette question-là parce que dans le cadre de com, je proposais une petite réduction sur les tarifs découvertes au cabinet là, et je me disais non mais attends, alors je vérifiais l'écologie en fait de tout ça. Ce que tu dis, c'est-à-dire ah ouais non mais celui qui tombe sur le flyer et qui dit ah non mais là en fait il y avait ce prix-là, enfin non mais enfin le truc, je dis non c'est pas possible quoi. Donc oui. Ça me donnait l'impression que j'allais tomber dans un espèce d'engrenage là de trucs. Donc, avec moi-même, on s'est dit, ben le prix c'est le prix, sauf et bon ça fait longtemps que je veux le faire parce que j'ai pas démarré en le faisant de manière régulière. Je voudrais envoyer un petit mail à mes consultants pour leur proposer au moment de leur anniversaire. Parce que moi, j'aime bien ça. Quand on me fait des cadeaux, qu'on me souhaite mon anniversaire, je trouve ça super agréable. Reprendre contact avec eux, leur envoyer un petit mail et leur proposer éventuellement un bon de réduction sur une séance bien-être. Un massage, une hypnorelaxation. C'est un cadeau, c'est une fois dans l'année. C'est-à-dire quelque chose qui est exceptionnel. Et ils ont, je sais pas, un mois pour s'en servir. Et voilà, ils s'en saisissent ou ils s'en saisissent pas. Mais ce que j'ai décidé, ça va être de faire des choses vraiment comme ça, à la marge, de l'ordre de l'exceptionnel, et peut-être réservé aux personnes qui viennent déjà me voir. Voilà. Et sinon, c'est s'il y a des gens qui veulent venir sur plusieurs séances dans le même mois, proposer un tarif global sur le mois pour que ce soit gérable au niveau de leurs finances. Et pour que moi, ça reste OK aussi. Que moi soient OK et eux aussi. Se mettre d'accord là-dessus. Je vais être obligée de couper de manière abrupte parce que j'ai des coups de fil à passer absolument ce midi et que je suis hors déjà timing. Voilà. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Et quand on n'est pas nombreux comme aujourd'hui, c'est chouette aussi pour moi parce que chacun peut avoir son temps de parole et on est vraiment dans le partage et c'est cool. C'était très chouette. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Passez de belles fêtes. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Ciao.